C'est la première fois sur le podcast que j'interviewe une personne qui a déjà été interviewée. Il a écrit 453 publications de recherche et son nom est cité dans 14 372 autres publications. Il a été l'un des premiers à faire une thèse sur le varroa. Lorsqu'il a commencé sa carrière, il n'existait quasiment rien sur ce parasite qui est aujourd'hui reconnu comme le premier fléau de l'apiculture. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Api, le podcast du blog mespremieresruches.com, le blog qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture de A à Z. Dans cet épisode, j'ai à nouveau le très grand plaisir d'interviewer Yves Lecomte, directeur de recherche à l'INRAE et maintenant à la retraite. Est-ce qu'il le sera vraiment un jour? Je ne sais pas. Dans cet échange avec Yves, nous allons parler plus en profondeur du varroa et notamment de ce qu'il sait en tant que chercheur et apiculteur sur cet acarien terrible qui est la cause de la varrose, un ensemble complexe de maladies. Yves va nous partager ses conseils pour diminuer la pression du varroa et durer en apiculture. Bonne écoute. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup pour cette nouvelle interview. Quand j'ai écouté celle qu'on avait eue en juin, vous aviez dit d'ailleurs que vous aviez fait votre thèse sur le varroa parce que il venait d'apparaître, il est apparu en 83 en France et 82. 82, d'accord. Et donc vous avez passé votre thèse à ce moment-là? J'ai commencé en 83. D'accord. Et après, quand j'ai vu un peu l'ensemble des publications que vous avez faites, je suis allé sur le site ResearchGate qui citait, vous avez 450 publications. Et donc il y en a tout aussi bien qui portent sur le varroa que d'autres sur les modes de communication chez les abeilles avec les phéromones. Et donc quand même, on peut dire que le varroa, c'était un de vos axes principaux de recherche tout au long de votre carrière. Oui, j'ai commencé comme ça pour ma thèse, mais c'était autour de la thématique communication chimique, écologie chimique. Et donc, c'est pour ça qu'après, je me suis intéressé à la communication entre les abeilles. Voilà, j'ai continué dans les deux axes pratiquement pendant toute ma carrière. D'accord. Et pourquoi le varroa? Parce que je faisais un DEA de génétique des populations. Et puis, le varroa arrivait en France. Et donc, la génétique des populations, ce que j'en avais vu, ça m'avait un peu embêté parce que c'était que de l'informatique. Et moi, je suis plutôt un naturaliste et ça m'avait vraiment embêté de faire que de l'informatique. Et je me suis dit, il y a peut-être un bon plan pour trouver une thèse. Et effectivement, c'était un bon plan. J'ai été frappé à la porte du labo et ils m'ont pris. Voilà comment ça s'est passé. Ok. Alors, je me suis dit, est-ce que c'était parce que le varroa venait d'apparaître, donc du coup, il y a nouveau en France et du coup, c'est devenu une préoccupation à partir de ce moment-là? Oui, c'est exactement pour ça. Et moi, comme j'avais des abeilles depuis 12 ans et que j'étais toujours fasciné par ces colonies, je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité de ta vie. Et effectivement, ça l'a été. Ça l'a été, et d'un côté, malheureusement. Comment ça a évolué un peu les réflexions depuis 1982? Est-ce que politiquement, ils sont emparés vraiment du problème? Parce que là, j'ai un peu de recul avec le frelon asiatique, la prise de conscience en disant, là, il y a vraiment une prise de conscience qui est plus importante. Et pour le varroa, est-ce que les politiques ont pris à bras-le-corps vraiment le varroa assez tôt? Les politiques, je sais pas, je me rappelle plus trop à l'époque, parce que on a trouvé très vite des solutions en fait, qui étaient des solutions de chimie, avec le fluvalinate ou l'amitrase en micropulvérisation à l'époque, et ça a été une révolution en apiculture, parce qu'avant les années varroa, on gérait les colonies beaucoup plus facilement, quoi. L'arrivée du varroa, ça a été vraiment un tournant dans l'apiculture en France, à savoir que si on traitait pas nos abeilles contre le varroa ou si on faisait pas quelque chose, nos abeilles mouraient, quoi. Et puis après quelques temps, sont apparus les virus associés au varroa. Tous les virus qui tuent les abeilles. Et on s'est aperçu que c'était cette combinaison varroa-virus qui tuait les abeilles. D'accord. La varrose en tant que telle, enfin, cet ensemble complexe de maladies, est apparue après. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, je me rappelle, à Avignon, on pouvait avoir un nombre énorme de varroa dans les colonies et il n'y avait pas de couvain comme on peut le trouver maintenant. Il n'y avait pas d'abeilles déformées. Et c'est quelques années après que sont arrivés ces symptômes-là, probablement à cause d'une coévolution entre
le varroa et ses virus, quoi. C'est vrai que ça a été un beau bouleversement en apiculture de dire qu'on va utiliser des intrants, donc des produits chimiques, dans la ruche. Ça se faisait pas du tout avant. Et, non, ça se faisait, non, ça se faisait pas. On l'avait fait, alors il faudrait que je regarde les dates, mais on l'avait fait avec les antibiotiques contre la loque américaine. Mais ça a été interdit parce que les antibiotiques, il faut pas les utiliser à cause des phénomènes de résistance, notamment en santé humaine. Et donc on avait arrêté les antibiotiques. Et puis il y avait le bromopropylate à l'époque qui était utilisé contre l'acariose, mais l'acariose il y en avait très peu. Et donc, effectivement, on n'utilisait pas d'intrants dans nos colonies, on n'avait pas besoin, c'était vachement bien, quoi. Ouais, alors que là, il a dû y avoir arriver à convaincre l'ensemble des apiculteurs de dire qu'il c'est important d'utiliser, de traiter contre le varroa. Encore aujourd'hui, il y en a qui disent je ne traite pas. On parlera de votre rucher de la Sarthe que vous ne traitez pas depuis 94, mais après, parce que là, c'est une démarche différente. Mais oui, c'est une vraie révolution. Et malheureusement. Et tout au long de vos recherches, donc sur le varroa, quels ont été un peu vos étonnements sur l'acarien par rapport à sa prolifération, à sa résistance, qu'est-ce qui vous a le plus étonné sur le varroa? Sa prolifération, ça m'a pas étonné parce que comme c'était un nouveau parasite de l'abeille, donc on n'a pas été vraiment étonné de voir que ça tuait les abeilles. Non, moi, s'il fallait parler d'étonnement, c'était de voir la capacité qu'il avait de parasiter les abeilles, quoi. Toutes les armes qu'il a, plus parce qu'au début, on savait presque rien sur sa biologie, sur cette parasitose, et donc il a fallu tout découvrir, quoi. Le b.a.-ba du parasitisme jusqu'aux mécanismes les plus complexes de génomique, etc. Et finalement, ce qui est quand même incroyable, c'est de voir combien cet organisme est adapté à parasiter les abeilles de façon efficace, quoi. Alors, par contre, il n'est pas adapté parce que à terme, il les tue. Ce qui n'est pas le cas avec Apis cerana. Oui. Donc, ça nous a aussi toujours interpellé de se demander quand est-ce que l'équilibre avec notre abeille va être atteint à tel point qu'on n'aura plus besoin de traiter, quoi. C'est vrai que c'est une relation déséquilibrée parce que à partir du moment où il n'y a plus d'autres, eh bien, il n'y a plus de parasites qui peuvent exister. Et voilà, et c'est pour ça, du reste, moi, j'y suis relativement peu allé, mais qu'il y a pas mal de mes collègues, notamment les Allemands, qui ont été dans le sud-est asiatique, essayer de comprendre pourquoi cette abeille Apis cerana était résistante au varroa. Et on a trouvé pourquoi. Voilà, enfin, au moins en grande partie. Oui, en grande partie parce que le cycle de couvain est plus court. Dans le dernier à l'interview précédente, vous aviez dit que l'opercule était beaucoup plus épaisse également. Et aussi, il y a l'épouillage de l'Apis cerana. Et aussi, je crois qu'il y a la température de la ruche est moins propice à la prolifération du varroa. Enfin, je me base à chaque fois que sur le bouquin Varroa et varrose de Lafnozade que j'ai parcouru en long, en large et en travers. Donc, par contre, il y a plusieurs espèces de varroa. Là, celui qu'on connaît, c'est le varroa Jacobson. Non, Destructor. Destructor, oui. Justement, on l'a confondu avec Jacobsoni au début. Oui. Et donc, on a tous publié Jacobsoni. Et c'est un chercheur australien qui a montré que finalement, ce dont on avait hérité comme varroa, c'était pas Jacobsoni. C'était une autre espèce. Et donc, il l'a baptisé Destructor. C'est vraiment un titre d'un film. Ouais, exactement. Destructor. Enfin, c'est impressionnant quand même. Enfin, il a bien trouvé en tout cas le nom, vu les impacts qu'il a. Après, dans les moyens de lutte que j'ai pu voir, donc il y a les moyens de lutte chimiques, vous en avez parlé. Il y a eu une autorisation de mise sur le marché d'un 14e traitement qui s'appelle Varoxal, il y a quelques semaines, qui a eu un nouvel agrément. Donc là, il y a toute la panoplie de traitements chimiques qu'il y a. Il y a aussi les traitements biotechniques avec le retrait du couvain mâle ou l'encagement de la reine. Enfin bref, il y a tout un ensemble qui a été trouvé. Qu'est-ce que vous conseilleriez à partir de ces moyens de lutte chimiques et biotechniques? Qu'est-ce que vous conseilleriez à un apiculteur qui a du varroa et qui aimerait bien savoir vraiment comment s'en défaire? D'abord, ce que je lui conseille, c'est vraiment traiter ses ruches parce qu'il risque de les perdre. Ensuite, les outils qu'il a à sa disposition, ça dépend de
de ses choix. Hein. Je sais que la lutte chimique, ça marche bien, avec notamment l'amitrase, marche encore bien. Le fluvalinate, ça marche une fois, mais il faut pas l'utiliser 2 fois parce que les varrois deviennent résistants. Donc voilà, je sais que nous à l'INRA, dans le rucher que je développe avec Didier Creuser, on traite avec Apivar, et puis parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour ça, et ça marche très bien, quoi. Mais voilà, ça reste des produits chimiques, et c'est embêtant parce qu'il y a forcément des produits dans le miel, même si c'est en dessous des limites acceptables. Voilà, alors il y a d'autres outils comme l'acide oxalique, des choses comme ça qui sont beaucoup moins toxiques, beaucoup plus douces, et qu'on peut utiliser. Mais habituellement, ça prend plus de temps. Donc, si on a du temps et qu'on veut utiliser des méthodes douces, on peut effectivement limiter l'utilisation de la chimie de synthèse pour utiliser ces méthodes-là. Voilà, mais en ces cas-là, il faut du temps, puis il faut aussi également un savoir-faire. Oui, d'accord. J'ai toujours été étonné parce que dans les 14 traitements qui existent, il n'y en a aucun qui est considéré comme parfait. Souvent, il y a eu des belles promesses au début, mais après, dans l'application, il y en a qui se révèlent un peu complexes. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes principes actifs, soit acide oxalique, acide formique, ou sinon la partie synthèse. L'amitrase. Oui, l'amitrase, et bref, je ne sais plus exactement la partie synthèse. Oui, c'était un pérétrinoïde, voilà. Ouais, voilà. et donc, dans la famille des pérétrinoïdes, il y en a plusieurs qui sont utilisés pour lutter contre le varroa. Oui. Celui dont on parle le plus, c'est le fluvalinate. Oui, d'accord. Donc on tourne tout le temps autour des mêmes principes actifs en fait dans les traitements. Alors heureusement, on a au moins 2 principes actifs différents, c'est l'amitrase et les pérétrinoïdes, oui, qui ont des sites d'action moléculaire différentes. D'accord. Ce qui fait que quand les varrois sont devenus résistants aux pérétrinoïdes, oui, ils le sont pas encore. Enfin, on pense qu'il y a peut-être quelques foyers de résistance, mais enfin bon, ça reste à démontrer définitivement. On pense pas que ça soit le cas pour l'amitrase. Et ce qui fait que c'est très bien qu'on ait deux systèmes différents, parce que avec l'amitrase on tue les varrois qui sont résistants au fluvalinate, oui, et vice versa. Quand une fois tous les 3-4 ans on change pour fluvalinate, ça va tuer les éventuels résistants à l'amitrase. Et ça, c'est une chance qu'on ait ces 2 molécules, parce que ça nous permet d'alterner. D'accord. Ouais, j'ai pas cette notion. Je savais que je pouvais utiliser une fois tous les 4 ans. Pas plus. Voilà, mais c'est pour ça. Ouais. Ok. D'accord. Et par rapport aux colonies VSH, donc varroa sensitive hygiénique, eh bien, vous avez dit que d'après ce que j'ai compris, votre rucher de la Sarthe, c'est un peu des colonies que vous développez. Que j'ai développé dans le passé. Bon, maintenant, comme je suis à la retraite et on n'a plus de programme financé là-dessus, j'ai mis ça un petit peu au repos, mais j'ai toujours effectivement des colonies là-bas qui sont pas traitées depuis très longtemps. Parmi les explications possibles pour la résistance, il y a le fait qu'elles sont effectivement VSH. Mais elles sont pas que ça. Elles essaiment, ce qui leur confère une certaine résistance. Voilà. Le mécanisme VSH, c'est un mécanisme parmi d'autres qui peut amener à des populations d'abeilles résistantes. Oui. Mais c'est le plus pertinent, et c'est celui qui nous semble le plus pertinent pour sélectionner des abeilles dans une population donnée. Oui. Vous voulez dire que ça peut être la voie qui permettra de sauver Apis mellifera. Sauver, je sais pas, mais de sélectionner des abeilles résistantes, oui. Pour l'instant, on pense que c'est une voie qui est très prometteuse. D'accord. Et ça me fait penser, je vais dire une citation. C'était dans un article que vous aviez écrit. Un aspect qui doit être pris en compte est que les populations d'abeilles apparemment résistantes au varroa en un endroit cessent parfois de l'être lorsqu'elles sont déplacées ailleurs et soumises à des conditions environnementales différentes ou à des populations de varroa différentes.
Oui. Alors non, si vous sélectionnez des abeilles qui, sur le critère de VSH, et qu'elles sont effectivement très VSH, oui, elles vont le rester si vous les déplacez. Elles vont rester si on les déplace. D'accord. Par contre, elles vont conserver les gènes, ces caractères génétiques. Par contre, le VSH, il fluctue aussi en fonction de la saison. Quand vous avez mielé, par exemple, eh bien les abeilles elles vont se concentrer sur la mielée et puis elles vont devenir être moins VSH. D'accord. Voilà, c'est pour ça que si vous les déplacez, elles peuvent devenir moins VSH parce que si vous les déplacez sur une mielée, par exemple, eh bien, elles vont mettre plus de force pour aller chercher le miel que de développer le caractère VSH. D'accord, très bien. Par contre, au niveau génétique, elles auront toujours ce caractère-là. D'accord. Alors que des colonies qui sont résistantes peuvent l'être sur le VSH, mais pas forcément que sur le VSH. Ça peut être d'autres caractères. Et ça peut être plusieurs caractères en même temps. Et donc là, si vous les déplacez dans un environnement qui est bien différent, eh bien, elles vont changer leur cycle de développement, elles vont changer tout un tas de choses. Et là, elles peuvent devenir plus sensibles au varroa, ou au contraire plus résistantes. Par exemple, si dans le rucher d'origine, il y avait un blocage de ponte en hiver et que vous les déplacez dans le sud, où en hiver, il y a toujours du couvain, les populations de varroa, ils vont continuer à se développer pendant l'hiver. Et donc, votre colonie, elle peut arriver à un seuil de parasitisme qui sera létal. Alors que si vous l'aviez laissé sur place, ça n'aurait pas été le cas. D'accord. Vous voyez, c'est une question tout ça, c'est une question d'équilibre en fait de parasitisme, d'accord. de seuil de parasitisme. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, on fait des recommandations l'hiver ou à l'automne qu'il faut que moins de 5% des abeilles adultes soient infestées. Là, c'est pareil, c'est pour une question de seuil. Si vous déplacez ce seuil-là, ça risque d'être létal pour vos colonies. Oui, d'accord. Et par rapport à l'état actuel des pays, quel est le pays le plus en pointe sur la recherche sur le varroa ? Je dirais pas ça comme ça, parce qu'il y a les pays européens et il y a les États-Unis, le Canada aussi, il y a certains pays d'Amérique du Sud aussi qui font des beaux travaux. Je pense pas qu'il y ait un pays qui soit plus meilleur que l'autre, quoi. Je sais que nous, en Europe, on a été un peu précurseurs parce qu'on a été les premiers envahis. On a été envahis avant les Américains. Donc, on a sorti un certain nombre de travaux avant les Américains parce qu'on a eu varroa bien avant eux. Ce qu'avaient fait également les Russes. Les Russes avaient publié, notamment dans un livre que j'ai fait traduire à l'époque, c'était il y a longtemps, un certain nombre de choses sur la biologie du varroa qui ont été utiles et qui ont même été validées après par d'autres études, par les Européens ou par les Américains. D'accord, donc ça reste une collaboration entre les pays. Et est-ce que les syndicats apicoles partageaient les différents plans de lutte contre le varroa ? Est-ce que notre manière de gérer le varroa, avec notamment un traitement en été et un traitement en hiver, est quelque chose qui est partagé dans beaucoup de pays, suivant les saisons ? Enfin, suivant, oui. Oui, je pense qu'en Europe, les apiculteurs échangent pas mal. Peut-être qu'on échange moins maintenant qu'avant, je sais pas. Mais en tout cas, quand le varroa est arrivé en Europe, les apiculteurs échangeaient. Parce que c'était une catastrophe, qu'on avait besoin d'informations et tout ce qui pouvait marcher était utile pour les uns ou pour les autres. Et puis, avec l'Europe qui finançait des programmes de recherche, moyennant des collaborations entre plusieurs pays européens, il y a eu des échanges entre chercheurs européens très forts. Moi, j'ai participé à plusieurs gros projets européens et c'était avec 3 ou 4 ou 5 pays différents en Europe. Et ce qui était formidable, c'est que ils étaient tous très heureux de pouvoir se découvrir les uns les autres, autrement que sur un nom sur une publication scientifique. Bien souvent, on est devenus très amis les uns avec les autres et ça a fait des groupes
voilà, très très efficace. Et maintenant, en tout cas, la recherche européenne échange beaucoup. Et ça a été aussi grâce à la création du réseau Colos à l'époque. Donc c'était un projet européen. Et les projets COST européens, ils donnent de l'argent uniquement pour établir un réseau. Donc ce projet Colos a très 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 bien marché. Donc ça a permis de réunir et de mettre dans les mêmes pièces un grand nombre de chercheurs européens qui travaillaient sur les mortalités d'abeilles. Sur plusieurs thématiques. Il y avait le varroa, mais il y avait aussi les virus, il y avait plein de thématiques. Et ça nous a permis d'avoir des échanges qui sont là maintenant au niveau européen extrêmement forts les uns avec les autres. D'accord. Ça c'est clair et net et du reste ça a tellement bien marché Colos que après le financement par l'Europe, on a décidé de continuer nous-mêmes. Donc c'est Peter Neumann, le père de Colos, et qu'il est toujours du reste, il est toujours président. Et là il s'est débrouillé avec alors est-ce que c'est une fondation? En tout cas c'est les bonbons suisses, vous savez là. Ah oui. Oui, qu'on voit énormément au supermarché, oui. En carton et on ouvre par le. Oui, bon, ça va me revenir, ouais. C'est l'âge. Et eux ont financé Colos depuis qu'on a pu les projets européens parce que ça s'est arrêté forcément au bout de 5 ans, je crois. On n'a plus de financement. Ricola, voilà, c'est Ricola. Voilà, et donc Colos, ça continue toujours et c'est formidable parce que moi je l'ai vécu, ça a été une ouverture mais incroyable entre les chercheurs. Moi ça m'a beaucoup apporté en termes d'échanges scientifiques, de collaboration entre les chercheurs et puis également en termes d'amitié avec moi j'ai beaucoup de chercheurs avec lesquels on est devenus des amis. On a beaucoup d'affection les uns pour les autres. Et ça, je trouve que c'est formidable. Oui. Et ça, c'est grâce à l'Europe. Oui, parce que vous êtes de pays différents, donc avec une manière de penser aussi différente, de formation, de cursus aussi différent. Donc du coup, ça a croisé beaucoup de regards et beaucoup de raisonnements différents. Ça devait être vraiment fascinant. Et vous vous retrouviez dans quel pays? Ça dépendait, ça tournait. Oui. D'accord. Voilà. Et donc, on avait une fois par an l'Assemblée Générale, où on était, au début, c'était 80, un truc comme ça, pour construire le projet. Moi, j'ai fait partie, Peter Neumann m'avait demandé à l'époque, il y avait Robin Moritz aussi, qui a énormément travaillé, et puis après, au début, on était quoi? Je crois qu'on était 80. Et puis après, on est devenu de plus en plus. On a élargi aux autres pays du monde. Et maintenant, on en est à, je sais pas, 180 pays. On est des centaines de chercheurs et on se réunit toujours sous l'ombrelle de Colos, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Oui. Il y a les vieux qui partent en retraite, mais il y a des jeunes qui prennent la relève. Enfin, voilà. D'ailleurs, en parlant des jeunes, est-ce qu'il y a des noms à avoir en tête, personnes qui développent de nouvelles choses sur l'approche pour la lutte contre le varroa? En France, oui, il y a Fanny Mondé qui continue ses recherches sur l'écologie chimique, communication chimique entre le varroa et l'abeille. Et donc, son corps de métier actuellement, c'est d'essayer de trouver les molécules qui sont émises par les alvéoles parasités par les varrois et qui servent de signaux chimiques aux abeilles pour qu'elles désoperculent ou réoperculent les alvéoles, quoi. Oui, c'est ce que j'ai vu pour les colonies VSH, c'était une des caractéristiques. Voilà, et donc on a récemment publié un papier où on a identifié un certain nombre de molécules très volatiles qui sont impliquées dans le caractère VSH. D'accord. Et ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est utiliser ces molécules pour détecter les colonies qui sont résistantes. Parce que le problème, c'est que de phénotyper les colonies pour savoir si elles sont VSH, c'est-à-dire de phénotyper, c'est les caractériser. Caractériser une colonie VSH, ça demande un temps fou. Et les apiculteurs, ils n'ont pas le temps de faire ça. Et peut-être même pas la formation pour faire ça.
Et donc, ce qu'on souhaite, c'est développer des outils qui permettent de savoir très facilement si la colonie que vous avez devant vous, elle est VSH et à quelle proportion elle peut être VSH. D'accord. Et donc, l'utilisation de ces molécules qu'on a identifiées, c'est très intéressant parce que on peut imaginer qu'on pourrait sprayer un bout de couvain et puis regarder si avec ces molécules-là qui sont caractéristiques des cellules infestées, et puis regarder en combien de temps la colonie va désoperculer l'opercule, les cellules. Et plus vite elle le fait, plus elle est VSH. D'accord. Alors ça, c'est une approche. L'autre approche, c'est l'approche génomique, c'est-à-dire de savoir quels sont les marqueurs génétiques des colonies VSH. Donc là, l'idée, c'est que lorsqu'on aura trouvé des marqueurs, et là, je pense qu'on en a trouvé un certain nombre, mais il faut maintenant qu'on les valide. Quand on les aura validés, vous me donnerez quelques abeilles ouvrières de vos colonies, et puis on regardera s'ils ont les marqueurs moléculaires sur leurs chromosomes spécifiques des colonies VSH. Donc ça, c'est une autre approche complètement différente, mais qui pourrait amener à la même chose. D'accord. Ça fait penser un peu ce qui s'est passé avec le frère Adam, où il est parti d'un problème et il a essayé de créer à la Buckfast pour corriger le problème qu'il y avait eu dans le rucher de l'abbaye. Et bien, ça me fait un peu penser à la même quête aussi. Le but, c'est pas de créer une nouvelle souche quand même, mais c'est de prendre une colonie qui a plus les caractéristiques VSH. Oui. Et pour un apiculteur qui veut se renseigner sur le varroa, est-ce que vous considérez que le guide de l'aphnodade est un bon livre? Je l'ai pas, ce livre. Vous l'avez pas, celui-là? Il est disponible gratuitement sur le site de l'aphnodade. J'ai peut-être téléchargé alors. Oui, il est en PDF. Sinon, il coûte 15 €. Et, je veux bien que vous me l'envoyiez, si vous l'avez en PDF. Oui. Ça m'évitera d'aller voir ça. En tout cas, vous êtes cité dedans. C'est comme ça que j'ai trouvé la référence. Et vraiment, la bibliographie fait 8 pages sur 2 colonnes. C'est impressionnant. C'est un gros travail qui a été fait par Aphnodade de synthétiser. Et c'est bien parce qu'ils disent pas, voilà ce qu'il faut faire, un point c'est tout. C'est vraiment un panorama de l'ensemble en disant, voilà un peu où ça en est pour la recherche. Ils parlent du pseudo-scorpion, mais bon, ils sont un peu dubitatifs dessus. Il est vieux cet ouvrage? Je vais regarder la date d'édition 2021. 2021, d'accord. Ouais, ça se trouve, j'ai téléchargé, je sais pas, je m'en rappelle plus. Ouais. Et sinon, il parlait également du pseudo-scorpion, mais également des champignons. Oui, ça marche pas. Enfin, ça marche sur le varroa, mais comme ça tue aussi des abeilles. Ah oui, d'accord. Les champignons en tout. C'est ça. Et ça tue aussi des abeilles. Malheureusement, oui. C'est pour ça ça n'a pas été développé. Effectivement, ça a tué des varrois. Mais je crois que c'est surtout, si mes souvenirs sont beaux, les reines qui étaient sensibles. Ah, d'accord. D'accord. À voir si l'encagement. C'est des méthodes qui ont été testées il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, puis ça n'a pas abouti. C'est tout ça, on l'a fait, quoi. D'accord. Et par rapport aux méthodes de traitement du varroa, une qui est souvent citée, c'est l'encagement pour avoir une rupture, ne plus avoir de couvain, et comme ça on n'a que des varroas phorétiques, et un traitement par la suite au bout de 25 jours après le début de l'encagement. Pour vous, c'est une bonne manière? Oui, mais là, ça demande du temps, et puis ça demande d'être un peu professionnel, parce qu'il faut marquer ses reines, faut les encager, on fait ça souvent dans une période qui est pas très favorable. Enfin, faut vraiment être un bon apiculteur pour pouvoir le faire. Ouais. Mais oui, plus ça va, plus il y a des données qui montrent que c'est bien. Les professionnels le font beaucoup. Et donc, si les professionnels le font, c'est que ça marche. Sinon, ils continueraient pas à le faire. Et comment est-ce que vous voyez les prochaines années par rapport à la recherche sur le varroa? C'est pas seulement pour vous, mais aussi pour la recherche en général. C'est vraiment la focalisation est sur la partie VSH? Non, VSH, c'est une piste qui, pour l'instant,
que tout le monde admet être une piste intéressante. Mais est-ce qu'elle débouchera? Je sais pas, j'espère. Et si on s'aperçoit qu'on a les bons marqueurs génétiques ou alors que effectivement ces molécules on peut les utiliser, ça veut dire qu'il faudra mettre ça dans les plans de sélection de l'abeille. Bon, ça risque d'être aussi une aventure de pouvoir le faire, quoi. Mais non, à mon avis, il faut travailler sur tous les tableaux, c'est-à-dire essayer de trouver des méthodes qui utilisent de moins en moins de produits de synthèse, parce que c'est quand même pas très bon de retrouver ça dans les colonies, quoi. On n'aime pas ça. Peut-être de trouver des molécules de synthèse qui soient actives sur le varroa et pas sur les abeilles, mais d'une autre famille de molécules, ce qui fait que ça permettrait d'être un nouvel outil pour l'apparition éventuelle d'abeilles résistantes à la nitrase. Et puis après, de développer les méthodes plus douces. Je trouve que c'est très bien parce que on a besoin de choses plus douces pour nos abeilles et pour le miel. Et puis après, la sélection. Alors, deux approches, peut-être. Utiliser des abeilles existantes naturellement, c'est sympa, mais c'est très risqué parce que si vous traitez plus vos abeilles et puis qu'elles meurent, vous serez pas content. Donc je sais que moi je l'ai fait dans la Sarthe et puis que ça a marché. Depuis 94, j'ai un rucher qui a jamais été traité. Et donc ça peut marcher, mais j'ai aussi eu certaines années de la mortalité. Je conseillerais pas ça. Oui. Mais pourquoi pas. Et puis l'autre chose, c'est d'essayer d'une façon ou d'une autre, d'utiliser des abeilles qui sont résistantes au varroa, sachant que ça peut être possible, puisque l'abeille africanisée qui a été importée d'Afrique du Sud vers le Brésil, elle est complètement résistante au varroa, que vous n'avez aucun traitement qui sont faits par les Brésiliens sur ces abeilles-là contre le varroa. Écoutez, très bien. Merci beaucoup Yves. Merci en tout cas pour cet aperçu sur le varroa. Merci pour tout ce que vous avez fait, parce que je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui sans vos travaux et les travaux des chercheurs avec qui vous avez travaillé. Donc pour nous jeunes apiculteurs, on se repose un peu sur des acquis, sur d'autres qui ont pavé la route. Et je pense que pour le varroa, vous en faites partie. J'ai pas été le seul, notamment en Europe. Ça a été une aventure très intéressante de savoir décrypter un peu ces notions hôtes parasites entre le varroa et l'abeille, quoi. C'était intéressant. Il y avait tout à faire. C'est ça quand j'ai commencé ma thèse, moi, il y avait peut-être, 10 articles, même pas sur le varroa, même pas. Et là, maintenant, il y en a des milliers, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est génial de commencer sa carrière comme ça. J'ai un terrain vierge en disant, voilà. Ouais, tout était à défricher. Exact. En tout cas, oui, merci beaucoup Yves. Merci encore. Je vous en prie, puis une prochaine fois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie à nouveau Yves d'avoir pu être présent pour cet échange. Je suis très heureux de notre rencontre providentielle et des échanges que nous avons eus tous les deux. Je suis également très reconnaissant de ses travaux de recherche ainsi que les travaux que ses équipes ont réalisés. Et ces travaux ont permis à d'autres de se former et d'entreprendre des recherches. Les anciens pavent les routes des vivants. Il y a encore beaucoup à faire et des jeunes générations de chercheurs œuvrent discrètement pour faciliter le quotidien des apiculteurs amateurs et professionnels. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le noter sur votre plateforme préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou encore votre application Android. Je vous serais également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous afin de le faire connaître. Pour l'instant, le podcast était noté par 4 personnes, tant que c'est une moyenne de 4,4 étoiles, donc merci beaucoup à ceux qui ont mis ces notes. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à mettre une note, ça m'aidera beaucoup à me faire connaître. Si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremieresruches.com afin de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aidera à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremieresruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt.